Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Montréal pour cette table ronde, les nouveaux visages de la francophonie mondiale, qui parle français et comment évoluent nos sociétés, organisée par l'Agence universitaire de la francophonie. Je m'appelle Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, je suis conseiller principal au cabinet du recteur de l'Université de Montréal et aussi et surtout peut-être pour cette journée francophile assumée. Alors, je crois que c'est plus en cette qualité qu'on a fait appel à mes services aujourd'hui en tant que maître de cérémonie et j'en suis ravi. Alors, pour la deuxième année consécutive et pour conclure, pour clôturer en beauté le mois de la francophonie cette année, l'AUF a invité les directrices et directeurs de 3 observatoires, l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone, l'Observatoire de la francophonie économique et l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre, à poursuivre les échanges amorcés l'an dernier sur les défis liés à la collecte et à l'analyse des données sur la francophonie. Alors, cette nouvelle édition, aujourd'hui, sera l'occasion alors de mettre en lumière les initiatives mises en œuvre depuis, ainsi que les avancées et les réalisations des 3 observatoires au sujet de ces mêmes défis. Mais avant de vous les présenter et de leur donner la parole, j'inviterai d'abord le vice-recteur à la planification et à la communication stratégique de l'Université de Montréal, M. Jean-François Gaudreault-Desbiens, à vous dire un mot, ainsi qu'au recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, M. Slim Khalbous. M. Gaudreault-Desbiens. Voilà, toi tu es très grand, hein? Alors, monsieur le recteur Slim Halbous de l'AEF, madame, messieurs madame la directrice, messieurs les directeurs d'observatoire, chers collègues, chers dignitaires, chers amis, je suis très, très honoré de dire quelques mots qui seront brefs, parce que vous n'êtes pas venu m'entendre, en amont de cette table ronde sur les nouveaux visages de la francophonie mondiale, qui parle français et comment évoluent nos sociétés. L'Université de Montréal, vous le savez, est depuis longtemps une actrice quand même importante de l'écosystème intellectuel et universitaire francophone, et donc très heureuse d'accueillir cette table ronde en ses murs. Et je vous transmets d'ailleurs les salutations du recteur Daniel Jutras, qui ne pouvait malheureusement être des nôtres aujourd'hui. Alors pour ma part, mes fonctions, à la fois autant administratives, mais aussi mes travaux en tant qu'universitaire, je suis avant tout un prof de droit, m'ont amené au fil des ans à m'intéresser aux multiples dynamiques qui animent la francophonie, notamment en Afrique, dans différentes dimensions culturelles, économiques et bien sûr juridiques. Alors donc, les thèmes qui seront abordés ici aujourd'hui sont d'une grande importance. La pluralité linguistique au sein de l'espace francophone. C'est que le français et son rayonnement constituent une condition sine qua non de la pérennité de la diversité culturelle et linguistique en général à l'échelle de la planète face à l'omniprésence de la culture anglo-américaine, pour ne pas la nommer, l'inclusion de tous et surtout de toutes comme déterminant du social et économique dans nos sociétés, et enfin, bien sûr, l'inclusion financière dans un espace où les disparités économiques demeurent extrêmement criantes. Alors, je me réjouis de vous entendre aborder ces thèmes qui sont si intéressants, si pertinents, et qui contribuent, via vos recherches, à placer la francophonie au centre des grands débats mondiaux. Et Dieu sait que nous avons besoin de la francophonie quand on regarde l'état du monde actuellement. Nous avons besoin des universités francophones aussi. Et des universitaires qui ont le français en partage. Alors, merci et bonne table ronde. Merci, M. Gaudreault-Desbiens. J'invite maintenant M. le recteur Slim Khalbous à vous dire quelques mots également. Merci. Merci, ça fait plaisir d'entendre son nom bien prononcé. C'est pas toujours le cas. Et on sent la fibre interculturelle du Québec et le Canada. Alors, évidemment, très, très heureux d'être là. Merci d'être nombreux parmi nous. Merci à beaucoup de hautes responsables et hautes autorités de la francophonie canadienne, québécoise parmi nous. Ça fait énormément plaisir. Évidemment, c'est une deuxième rencontre, mais j'espère que c'est une deuxième rencontre qui marquera une rupture dans la
façon de collaborer entre les observatoires que l'AUF a le plaisir de soutenir. Les observatoires sont un défi pour la gestion de la donnée. Et aujourd'hui, tout ce qui se fait dans le monde est dépendant de la maîtrise de la bonne donnée. Toute politique, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit économique, elle est essentiellement basée sur la donnée, et la donnée fiable, la donnée robuste, la donnée juste. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à nos observatoires pour pouvoir avoir et obtenir cette donnée tant importante. Alors, deux mots, d'abord, je ne sais pas si tout le monde sait dans la salle que l'AUF a été créée en 1961 parmi les premières organisations dédiées à la francophonie de droit québécois. C'est une organisation de droit québécois. C'était un peu une utopie. Il y avait une dizaine d'universités autour de l'Université de Montréal, et c'est pour ça qu'on est encore à l'Université de Montréal. Ça a été, l'aventure a commencé ici. Et c'était une utopie de dire, eh bien sûr, on mettait en réseau quelques universités quelques universités francophones, qu'elles soient d'ailleurs européennes, américaines ou africaines. Il y avait un peu de tout, mais c'était juste une dizaine. Alors, un peu plus de 60 ans après, nous sommes aujourd'hui plus de 1000 universités, pour être très précis, 1080 universités et centres de recherche membres de notre réseau. De très loin, aujourd'hui, l'AUF est le premier réseau universitaire au monde, avant le réseau des Commonwealth, avant le réseau des universités africaines, avant le réseau des universités européennes, avant le réseau des universités arabes, représenté ici par mon ami Abdelmajid, avant les universités lusophones. Donc en fait, ça s'organise depuis, mais l'organisation francophone des universités reste de loin l'organisation la mieux organisée et la plus grande au monde, et nous en sommes fiers de la porter. Et donc, c'est un défi pour nous de pouvoir continuer à porter haut et fort les couleurs de la francophonie, scientifique en particulier, vu tout ce qui se passe dans le monde et vu toutes les pressions que nous subissons. Mais l'approche que nous avons suivie à l'AUF est en train de payer à plusieurs titres. D'abord, nous avons transformé l'organisation pour qu'elle ne soit pas simplement un réseau au sens où on se met ensemble, il y a un certain nombre de contacts, mais plus que ça. Aujourd'hui, l'AUF est une véritable organisation d'aide au co-développement par les sciences et le savoir. C'est ça la vraie transformation que nous avons fait, avec un rapprochement du monde politique, parce que la décision de la politique publique se fait à ce niveau, et c'est pour ça qu'on a une relation toute différente aujourd'hui avec les ministères de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, avec les structures aussi des affaires étrangères. Nous avons aussi fait un rapprochement très important auprès de la jeunesse. S'il y a une transformation à faire de la francophonie, ça ne peut se faire qu'auprès de la nouvelle génération. Et s'il y a eu, et on va le voir aujourd'hui dans notre conférence, s'il y a eu un recul ici et là de la francophonie, c'est parce qu'une certaine jeunesse s'est désintéressée de la francophonie. C'est donc notre cible principale. L'AUF avant était une organisation qui travaillait essentiellement avec les organismes institutionnels. Et on a vu et on pensait que le message à transmettre sur la francophonie par les institutions aux jeunes devait se faire par nos partenaires, et en fait, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas, ou ça se faisait peu, ou ça se faisait avec un message transformé. Il fallait donc mettre en place une relation de communication directe avec la jeunesse. Nous avons lancé une idée nouvelle, c'est de créer des clubs d'étudiants francophones. Et on a fait exprès en utilisant un petit mot emprunté à l'anglais. Club leader étudiant francophone. Le leadership n'est pas seulement anglais, il est aussi francophone. Et donc, les clubs leaders étudiants francophones, aujourd'hui, c'est 220 clubs dans 60 pays que nous avons mis en réseau, qui se sont organisés aujourd'hui en une association internationale d'étudiants, une des plus grandes au monde, et elle est francophone. Et cette association porte haut et fort les couleurs de la francophonie. L'année dernière, en octobre 2024, ces jeunes ont rédigé l'appel de Toulouse pour l'école de demain. Et je vous appelle à lire cet appel. Il n'est pas très long. Vous pouvez le télécharger évidemment gratuitement sur le site de l'AUF. C'est une claque qu'on prend. Parce qu'évidemment, dans cet appel, on peut trouver des choses attendues.
comme la nécessité d'une transformation numérique de l'éducation, comme l'intérêt sur la transformation du travail dans ce que nous enseignons. Mais ce qui était surprenant de lire les jeunes nous parler de valeurs, nous parler de civisme, nous parler de rapprochement des peuples. Et ils nous reprochaient dans cet appel, en tant qu'universitaire, en tant que politique, de ne plus en faire assez pour ces éléments-là, de les éduquer autrement. Quand un jeune de 18 ans vous dit ça, ça vous fait réfléchir. Et c'est ce genre de réflexion que nous avons essayé de mener et de mettre en place pour pouvoir changer un petit peu l'image de la francophonie. Cette neutralité aussi où on ne juge pas, mais on essaie de travailler avec les pays, quelles que soient leurs différences et avec leur propre culture, fait qu'aujourd'hui, même certains pays qui se déclarent sortir de la francophonie institutionnelle nous prient de rester. Je vous le dis très solennellement, le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger sont des pays qui nous demandent aujourd'hui de rester. On n'a pas fermé nos bureaux, on continue à travailler et nous sommes les bienvenus explicitement. Nous sommes allés les voir officiellement pour en être sûrs. Donc, voilà une façon aussi de traiter autrement peut-être la francophonie, de se dire entre nous qu'est-ce qu'on veut en faire de cette francophonie. Alors, si vous me permettez, 2 mots sur le sujet. Alors, évidemment, je vais être très prudent parce que c'est les experts qui vont parler après moi et que je vais écouter avec grande attention puisque mon équipe m'a chargé de faire la synthèse après. Donc, vous allez me subir encore une fois. À la fin de la séance, j'ai la lourde charge de vous écouter et de retenir ce qui est à retenir. Alors, bon, on verra. Mais quand même, une petite idée que je voudrais partager avec vous. Alors, je vais la lancer, du coup, parce qu'on est en introduction, comme une hypothèse de travail. On va vous écouter, on verra si cette hypothèse est confirmée à la fin ou pas. Et mon hypothèse de travail, c'est que l'augmentation du nombre de locuteurs de français est réelle et elle est incontestable. En revanche, l'influence et la dimension qualitative du français, elle, est en recul. Et la nuance est très importante. Elle est en recul parce qu'on a un recul dans les sciences, dans les technologies, dans l'économique et dans le diplomatique. Ça fait un peu beaucoup. Alors, elle augmente d'une manière incontestable parce qu'en 1950, il y avait dans le monde 30 millions de locuteurs français. En ce moment, il y en a 320 millions et on estime qu'ils seront à 750 en 2050. Donc, non seulement c'est une augmentation constante, exponentielle, et grâce à un seul continent, grâce à l'Afrique. C'est parce qu'on continue à avoir une démographie importante en Afrique francophone, en Afrique subsaharienne en particulier, que statistiquement, nous sommes une communauté en expansion. Ce que vont nous dire aussi les observatoires et les scientifiques, c'est qu'il faut affiner notre analyse pour ne pas rester dans les généralités souvent reprises par les politiques et qui ne disent pas grand-chose en réalité. Parce qu'au-delà du nombre de locuteurs, il faut rentrer dans des détails importants. Il y a ce qu'on appelle le zonage, les zones géographiques. Et ça, il est très, très important de comprendre que les zones géographiques, évidemment, il y a une dimension historique par rapport à ce qui s'est passé, mais aussi une dimension sociale, parce que les zones géographiques, c'est aussi les villes et les zones rurales, c'est aussi les zones côtières et l'intérieur des pays. Il y a beaucoup d'influence du climat, de la géographie, de la structuration sur les aires géographiques et donc sur la francophonie. Il y a aussi une distinction très importante que nous devons avoir toujours en tête entre les pays officiellement francophones et les pays culturellement francophones. Ce n'est pas la même chose. Lorsqu'une langue est officielle, ça a un certain nombre de conséquences juridiques directes. Lorsqu'une langue est seulement une langue véhiculaire ou seconde, ou simplement une langue éducationnelle dans certains pays, l'influence est différente. Et donc, la nuance de quel statut a la langue française dans nos différents pays
est importante à mettre dans l'analyse. Et puis, il y a un élément fondamental. Nous ne pouvons pas étudier la francophonie si on la sort de la dynamique plurilingue mondiale. Il y a une telle dynamique aujourd'hui, très forte, du plurilinguisme, qui est due d'un côté du rejet de l'hégémonie de l'anglophonie, qui s'accentue de plus en plus, qui n'était pas exprimé ces dernières années et qui aujourd'hui l'est, politiquement et scientifiquement. Ça, c'est nouveau. Et puis, il y a aussi dans le bouleversement que le monde vit et dans la revendication de souveraineté de plus en plus présente ici et là, une revendication des langues locales, une revendication des identités nationales, des identités des aires culturelles, ce qui influence la dynamique linguistique derrière forcément. Il faut aussi, dans nos analyses, et c'est une autre complexité, introduire plusieurs types de domaines. L'influence de la langue n'est pas la même en fonction du secteur. Je citerai 3 secteurs clés. Le premier, c'est le secteur de la culture, la production culturelle. On ne peut pas avoir un vrai indicateur de l'évolution de la langue française si on ne fait pas une analyse de la production culturelle, cinématographique, littérature, artistique. C'est toujours un indicateur extrêmement important sur le développement. Pourquoi? Parce qu'une langue n'est pas simplement une approche linguistique, c'est aussi une façon de penser. C'est aussi une vision du monde qui est souvent portée par la dimension culturelle, très importante. Deuxième domaine d'influence fondamental, et où on recule, c'est les médias. Les médias au sens large, les médias classiques, et les radioaffichages, etc. Et puis surtout, la dimension des médias numériques, des réseaux sociaux aujourd'hui, qui est fondamentale. Et on a souvent parlé de ça, mais le contenu dans Internet, c'est un contenu linguistique, mais c'est un contenu aussi très culturel, porté. Et là aussi, on a perdu un peu de terrain. Et sans surprise, après l'influence de la culture, l'influence des médias, le troisième grand vecteur, la troisième grande composante de l'influence de la dynamique culturelle, c'est l'école. Et l'AUF est au centre de cette réflexion, évidemment. L'école au sens très large, primaire, secondaire, supérieur, la recherche, même l'enseignement technique et professionnel, tout type d'enseignement. Et là, il y a des effets historiques très importants, parce qu'après la colonisation, certains pays se sont détournés de la langue française. On a perdu des aires géographiques, comme au Vietnam, par exemple. Et d'autres pays ont plutôt gardé le français et le renforcé, comme le Sénégal, qui a adopté la langue française comme une langue officielle après l'indépendance. Donc aussi, l'effet est important d'où vient la dynamique francophone. Aujourd'hui, on a un recul ici et là, parfois, de l'apprentissage des élèves et des étudiants de la langue française. On le remarque lorsqu'il y a des options, lorsque le français est en option, lorsque les jeunes ont un choix. Malheureusement, souvent face à l'anglais, les étudiants vont plutôt choisir l'anglais. Et donc, on a un travail d'attractivité très, très important à faire par rapport à cela. Pourquoi? Parce que c'est souvent, dans toutes nos études, c'est montré, c'est souvent lié au travail, lié à l'opportunité de carrière qu'a le jeune derrière l'utilisation d'une langue. C'est ça l'enjeu en réalité. Et on ne perçoit pas encore suffisamment l'opportunité de carrière à l'international à travers la langue française. D'où la très importante réflexion de l'Observatoire de la francophonie économique, parce que c'est la francophonie économique qui est finalement la carotte de la francophonie auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes doivent percevoir les opportunités de carrière grâce à la maîtrise de la langue française pour qu'ils ne puissent adhérer de manière très positive. Je ne peux pas ne pas aussi citer la dimension politique très importante. Nous sommes aujourd'hui à l'AUF présents dans 120 pays. 120 pays, ça veut dire que très au-delà de l'espace francophone classique. Et nous avons 2 types de politiques, les pays francophones et les pays francophones ou partiellement francophones et les pays peu ou pas francophones. Dans les pays peu ou pas francophones, la question est facile. C'est un recherche de réseautage. C'est un recherche d'une diversité linguistique, d'une diversité culturelle, d'une diversité scientifique, en plus de la leur. Bon,
pas de problème. Dans les pays francophones, on a un problème d'harmonie des politiques de promotion de la francophonie. Elle n'est pas toujours présente dans beaucoup de pays dits francophones. Et donc, s'il n'y a pas de politique publique incitative, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait ici et là un recul ou en tout cas une perception d'une langue qui n'est pas pertinente, notamment auprès des jeunes. Et la politique publique linguistique, elle est au niveau national, je viens de le dire, mais elle est aussi au niveau international. Nous avons lâché un peu l'affaire aussi. L'ONU, l'UNESCO, la Cour internationale de justice, G7, G20, toutes ces organisations ont officiellement comme langue, parmi les langues officielles, la langue française. Ils n'utilisent quasiment plus la langue française. Et c'est l'anglais, encore une fois, qui a tout dominé. Mais la domination la plus spectaculaire de l'anglais, vous le savez, elle est dans les sciences. Et c'est ce qui nous préoccupe, nous, le plus en tant qu'agence universitaire de la francophonie. Aujourd'hui, vous le savez, 94% des publications scientifiques dans le monde se font en anglais. Cela veut dire 6% en français, en espagnol, en portugais, en mandarin, en arabe, en italien, en allemand. Je continue. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, quand on parle d'une hégémonie d'une langue, c'est grave. C'est pas contre l'anglais. Le problème, il faut que l'anglais existe, mais ça peut pas être que l'anglais. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une pensée intellectuelle particulière. C'est une vision du monde. Donc, la vision du monde est de plus en plus anglophone et plutôt américaine. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Donc, il faut en être très conscient et faire ce qu'il faut pour inverser cette tendance importante. Donc, et puis, un point important, et ça, c'est la collaboration entre les observatoires est très importante pour pouvoir la déterminer. Nos collègues scientifiques nous parlent souvent de qualité lorsqu'on leur met ces chiffres de la domination anglophone. Oui, mais c'est universel, le chercheur il va publier, quelle que soit la langue, etc. Oui, mais est-ce que vous savez que 94% des articles publiés en anglais sont soutenus à 65% par 5 entreprises? 5. Les 5 sont américaines. Enfin, il y en a une qui a été rachetée il y a 3 ans par une entreprise canadienne, mais anglophone. Et surtout, l'industrie de la publication scientifique fait 40% de marge nette. Quelle industrie au monde aujourd'hui fait 40% de marge nette? Il n'y en a pas. Ah, peut-être la drogue ou les armes. Mais c'est incroyable. Et on nous parle encore de qualité scientifique. Faites attention, nous sommes dans une guerre économique avant tout. Et il faut qu'on sache connaisse les dessous pour pouvoir faire cette guerre. Donc voilà, si les tendances actuelles se poursuivent, l'avenir du français dépendra des politiques que nous allons porter et surtout d'un continent, le continent africain. Si ce continent réussit son développement, la francophonie sera une des langues les plus développées dans les prochaines décennies. Et le contraire serait dramatique. Voilà, excusez-moi si j'étais un peu long, mais c'est un sujet qui nous passionne évidemment à l'AUF, vous l'avez compris. Et donc, avec vous, nous allons écouter avec grande attention nos 3 intervenants. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le recteur, pour ce mot d'introduction qui souligne bien les principaux enjeux démographiques, linguistiques et politiques de la réalité francophone internationale. Je vous présente maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, et je vous présente nos 3 conférenciers et conférencières dans l'ordre de leur intervention. Et juste avant, j'en profite quand même pour souligner que ça fait plaisir de voir un auditoire aussi bien et bellement rempli d'étudiants, chercheurs et acteurs, actrices de la francophonie au Québec et d'ailleurs également. Donc, bienvenue à tous et merci d'être là si nombreux. Et j'en profite aussi pour saluer ceux qui nous suivent en ligne et que je sais être nombreux. Alors voilà, je vous présente les 3 intervenants et intervenantes de ce jour dans l'ordre de leur intervention.
Et à partir de votre droite, Richard Marcoux, professeur titulaire au département de sociologie de l'Université de Montréal. Je vous fais les bios courtes, hein, qui sont déjà longues. Directeur également de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone depuis 2008 et co-titulaire de la chaire de recherche du Québec sur la situation démolinguistique et les politiques linguistiques. Le titre de sa présentation sera « Déplacement des plaques tectoniques de l'espace francophone et plurilinguisme ». Les nouvelles tendances dans le monde. Ensuite, nous entendrons Hervé Agbodjan-Prince, professeur titulaire à la faculté de droit ici à l'Université de Montréal, directeur de l'Observatoire de la francophonie économique depuis janvier 2023 et titulaire de la chaire en gouvernance et droit du commerce international. Sa présentation s'intitule « Analyse des enjeux économiques et de l'inclusion financière dans l'espace francophone ». Et enfin, Marie Langevin et Catherine Bourassa-Dansereau. Marie Langevin est professeure au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, alors que Catherine Bourassa-Dansereau est professeure au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal également. Et toutes deux sont co-directrices de l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Et bien que la présentation ait été préparée par L2, ce sera Marie Langevin qui présentera en leur nom. Et leur présentation s'intitulera « Le fossé des données sur le genre, une nouvelle infrastructure de données quantitatives pour combler les lacunes ». Alors, chaque présentation durera 15 minutes, après quoi nous aurons une vingtaine de minutes à peu près pour des questions et, on l'espère, des réponses. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Richard Marcoux. Merci tout le monde, Monsieur le recteur, distingués invités et surtout beaucoup d'amis. En fait, je me rends compte que depuis 15 ans, depuis le lancement de l'Observatoire, beaucoup de gens dans la salle qui sont devenus des amis. Donc, je suis très heureux de tous vous voir. Vous me direz quand ça fera 15, peut-être 12 minutes, afin que j'accélère un peu. Donc, voilà le titre de ma présentation. On m'a demandé de casser la glace. Donc, je suis parti de Québec pour casser la glace. Ça tombe bien. On demande souvent aux gens de Québec de casser la glace. On a l'habitude. J'ai pelleté un peu avant de partir. Et donc, je suis ici aujourd'hui devant vous pour vous parler, en quelque sorte, de ce déplacement des plaques tectoniques. Rapidement, je vais vous présenter un peu ce qu'est l'ODCEF, l'Observatoire démographique et statistique. Francophonie, population francophone, c'est ce qu'on m'a demandé. En fait, Abderrahmane, j'ai essayé le mieux possible de répondre à la question. Reconfiguration d'espace francophone et enfin, conclusion et demain. Je pense, Monsieur le recteur, c'est ce que vous attendez beaucoup. Peut-être rapidement sur ce qu'est l'ODCEF. Comme on dit au Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, l'ODCEF a été créé en 2009 après une série d'événements, notamment un colloque à l'AUF sur mémoire et démographie, un premier séminaire qui a eu lieu à Paris en 2008, en octobre 2008, sous la tutelle de Clément Duhaime, qui est ici aujourd'hui, que je salue d'ailleurs. Enfin, le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Québec en 2008, où on a mis de l'avant un certain nombre de propositions sur l'observation du français. Donc, on a créé l'Observatoire démographique. Il y a eu une première entente entre 4 partenaires, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement du Québec à travers le MRIF, je salue ici Alain Olivier, et également l'Université Laval. Ce qui est important de retenir, en fait, c'est qu'il y a 2 objectifs principaux. D'abord, l'ODCEF, ça a été mis en place il y a une quinzaine d'années pour circonscrire les dynamiques des mots linguistiques et de mieux comprendre la place qu'occupe la langue française dans un contexte assez varié et, comme M. le recteur le disait, de plus en plus plurilingue. En même temps, aussi contribuer à la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine démographique. Et c'était lors d'un colloque de l'AUF, justement, où on avait adopté une déclaration de Québec. Je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, mais j'en fais toujours la publicité parce qu'on travaille beaucoup sur ces aspects-là également, sur la sauvegarde et la mise en valeur des recensements africains. Qu'est-ce que l'ODCEF? En fait, l'ODCEF, c'est d'abord et avant tout un réseau de chercheurs, d'analystes, de cadres, de doctorants, de planificateurs, et ainsi de suite, qui se réunissent ensemble pour produire des connaissances à partir de données probantes sur la langue française, mais en termes de locuteurs et non pas en termes de qualité de la langue. On y reviendra.
On organise donc ensemble des séances d'information, des colloques, ainsi de suite, et on produit de la connaissance scientifique. On a également, pour mettre ça de l'avant, nous, ce que ça nous prend, c'est vraiment des données statistiques probantes. On a donc développé des accords cadres avec des instituts nationaux de statistiques dans plusieurs pays. Évidemment, avec Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec, on travaille étroitement, mais on a quand même développé, comme vous le voyez ici, là, ce qui est en gris-bleu, ce sont les pays avec lesquels on a établi des accords cadres de collaboration pour pouvoir permettre des échanges entre les chercheurs, les analystes, utiliser des données les meilleures possibles, et ainsi de suite. Également, on a une entente avec Eurostat qui produit en fait de l'information statistique sur les langues dans plus d'une trentaine de pays, y compris des pays non européens, comme la Turquie, par exemple, et même la Suisse. Comment maintenant on le fait? Ben, en fait, à travers un programme d'accueil de chercheurs. Depuis 2009, on a accueilli plus de 120 chercheurs de 25 pays différents, souvent à travers du financement, du cofinancement avec différents organismes. 60% des universitaires, 40% des analystes des gouvernements. Mais évidemment, puis je tenais à le préciser, je l'ai mis en rouge, depuis 2019, on a des gros problèmes, à tel point que lors du CA de l'OTSEF, on a décidé, la réunion du conseil d'administration de l'OTSEF qui a eu lieu cette semaine, on a décidé de revoir un peu le programme d'accueil et de délocaliser un certain nombre d'activités à court et à moyen terme. Donc, comment? C'est des ateliers de formation qu'on organisait à Québec. Peut-être qu'on le fera moins à Québec, peut-être de plus en plus à Dakar, à Yaoundé, à Rabat. C'est également des ateliers de sauvegarde des recensements africains qu'on a en quelque sorte mis en place dans 3 villes, à Nouakchott, à Bamako et à Kinshasa. Et enfin, c'est des colloques, publications, conférences qu'on organise, en fait, qui font en sorte que tous ces chercheurs-là sont à même de se rencontrer là, assez régulièrement. La deuxième partie de ma présentation, c'est sur la francophonie et les populations francophones. Ce que l'on fait, en fait, depuis 2009, c'est vraiment de nourrir le rapport sur la langue française dans le monde. On s'occupe en quelque sorte de la première partie des 4 parties du rapport qui concerne les dynamiques linguistiques, le dénombrement des francophones, évidemment, mais aussi l'ensemble des dynamiques linguistiques là, sur lesquelles qu'on peut observer en fait dans les différents pays. Le dernier en date, la langue française dans le monde 2022, et on travaille actuellement avec l'OIF à la production du prochain rapport qui va sortir en 2026. En 70, on estimait à peu près à 185 millions les pays membres de la CCT. Okay? Donc, 21 pays membres, 1970. En 2025, Mme Mushikiwabo, qui est à la tête d'une organisation de 93 États et gouvernements, ça veut donc dire 1,5 milliard de personnes qu'elle représente à travers son mandat. Ça veut donc dire que le nombre de personnes rattachées à la francophonie a été multiplié par 8 en 55 ans. C'est assez phénoménal. Cet ensemble regroupe en quelque sorte une personne sur 5 à l'échelle de la planète. Évidemment, ce ne sont pas tous des francophones, hein, comme on le sait. On n'est pas en train de dire qu'il y a 1,5 milliard de francophones. On veut, nous, en fait, mesurer les locuteurs de la langue française. C'est ce qui nous intéresse, entre autres. Je ne sais pas si vous avez répondu au recensement de la population sur la planète. Ça n'existe pas. Je vous préviens tout de suite, je ne fais plus l'erreur de demander ça aux gens, qu'il y ait quelqu'un qui lève la main pour dire oui, j'y ai répondu. C'est un peu gênant. Donc, je vous réponds tout de suite, ça n'existe pas. OK? Excusez-moi, là. Ça la main? Parfait. Pour l'OTSEF, c'est le 4e exercice, en fait, que l'on fait, mais depuis 2020, on organise, en fait, une mise à jour de ces données sur une plateforme qui s'appelle Francoscope, que je ne vous présenterai pas ici aujourd'hui, mais vous y avez accès, en quelque sorte, sur le site web de l'Observatoire. Donc, en 2025, on a 116 pays pour lesquels on a des informations et on essaie évidemment d'aller chercher de l'information la plus juste possible à travers la capacité à soutenir une conversation en français, à travers la capacité à lire et écrire en français, à travers les réponses qui sont données si les gens peuvent soutenir, non pas soutenir, mais comprendre un programme de télévision, de radio, ainsi de suite. C'est donc à partir de ces informations-là qu'on a à même de mesurer les francophones à partir d'une définition qu'on utilise depuis 2014,
qui est un peu là, du sens commun. Les francophones, ça regroupe pour nous toutes les personnes qui maîtrisent la langue française pour être à même de l'utiliser, pour communiquer, parler ou comprendre, et ce, quel que soit leur niveau de maîtrise d'autres compétences comme l'écriture et la lecture. Pour nous, un francophone, c'est ça. C'est quelqu'un qui est à même de pouvoir être ici puis comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, au total, Monsieur le recteur, 348 millions de francophones en 2025. 95% s'appuie sur des données qu'on pourrait appeler des données probantes. C'était l'objet de la conférence de l'année dernière, en fait, des 3 observatoires. Et il y a des estimations qui sont plus fragiles pour certains pays pour lesquels on a de la difficulté à avoir de l'information. Ça représente à peu près 5% de cette estimation-là. Troisième partie de ma présentation, j'espère que j'avance bien. Pardon? Oui, oh, parfait, super. Reconfiguration de l'espace francophone, c'est l'essentiel ici. Au début des années 60, au moment des indépendances en Afrique, on estimait qu'à peu près moins de 2% de la population était au sud. Okay? Dans des pays comme par exemple le Mali, le Bénin, le Niger, on avait très, très peu de personnes qui étaient à même de pouvoir tenir une conversation en français tel qu'on le dit ou encore avoir une capacité à lire et écrire en français. La France, en 1960, comptait à peu près 46 millions d'habitants et au Canada, on estimait à peu près à 5 millions le nombre de Canadiens français. Ça nous donnait en fait l'ensemble de la population francophone. On le voit bien, en 1960, la francophonie est bien campée au nord avec plus de 90-92% même de la population. Il y a eu une reconfiguration complète, comme M. le recteur l'a souligné tout à l'heure. Les pays du Nord sont rentrés dans ce que d'aucuns nomment l'hiver démographique, c'est-à-dire fécondité parfois sous le seuil de remplacement des générations, même parfois une décroissance démographique. Il y a plusieurs pays qui connaissent, en fait, depuis quelques années, une décroissance démographique. L'Afrique, pendant ce temps-là, maintient une croissance démographique importante. C'est ce qu'on appelle l'exception africaine. À peu près partout sur la planète, on voit une baisse importante de la croissance démographique. On le voit également en Afrique. On le voit davantage dans les zones urbaines. Il se trouve que l'Afrique est en train de s'urbaniser à une vitesse là, très, très, très importante. Mais en même temps, la croissance démographique est encore très importante. Je vais juste vous illustrer ça à partir de 3 sous-ensembles. La France, d'une part, le Canada, et ce que j'ai appelé, en fait, souvent je le faisais à partir de l'UMOA ou la CDAO, mais compte tenu des crises actuelles qu'on observe dans ces organisations-là, j'ai décidé de regrouper la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, okay? Qui sont dans le golfe de Guinée. Donc, on a en fait pour ces 3 pays-là autour d'à peu près 60 millions de population actuellement. Donc, 33 millions en Côte d'Ivoire, 10 millions au Togo et 15 millions au Bénin de population en 2025. Vous voyez ici, ou je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi, ça me semble bien petit. En 1960, donc, j'ai regardé l'évolution de la population de 1960 jusqu'à 2070. Tout à l'heure, le recteur parlait d'un horizon 2070. Donc, c'est ce que j'ai maintenu ici aussi. Donc, en 1960, la France, à peu près 46 millions, comme j'ai dit, le Canada, 18 millions, et les 3 pays du Golfe de Guinée qui m'intéressent, c'est 8 millions. En 2025, regardez, les 3 pays du Golfe de Guinée ont rejoint en quelque sorte ensemble le Canada et avec à peu près autour de 30 millions pour le Canada et 30 millions pour les 3 pays. Excusez-moi, c'est 40 millions, non pas 30 millions. Et la France, en fait, 60 millions. Ça continue en fait actuellement et là maintenant, on a autour de 40 millions pour le Canada, 57 millions, OK, vous voyez comment ça augmente rapidement. Donc, les 3 pays ont rejoint la France en 2025, qui, elle, compte à peu près 67 millions d'habitants. Enfin, si on regarde maintenant les tendances de chacun des pays sur l'horizon de presque d'un peu plus de 100 ans, c'est la France. Vous avez ensuite le Canada. Vous voyez que le Canada se rapproche tranquillement. Les 2 courbes se rapprochent l'une de l'autre. C'est lié essentiellement à l'immigration internationale. Okay? Donc, on a continué en quelque sorte à estimer la population canadienne jusqu'en 2070, compte tenu des flux migratoires qu'on pouvait peut-être s'attendre, auxquels on pouvait s'attendre. La France, un peu plus frileuse, qu'on pourrait dire, par rapport à l'immigration, on le voit bien à ce moment-là, la croissance démographique est beaucoup plus faible. Regardez maintenant les 3 pays en question. En 2070, on prévoit en fait 135 millions de population. Donc ça, c'est la croissance démographique. Mais évidemment, c'est pas que ça qui explique. Et trop souvent, lorsqu'on se réfère à nos chiffres,
on nous dit, ben voilà, c'est la croissance démographique. Oui, oui, la croissance démographique de l'Afrique, elle est là. Mais c'est aussi les investissements très importants qu'on a mis, excellent, les investissements très importants qui ont été faits dans le domaine de l'éducation, puis peut-être plus particulièrement dans les années 90, les années 2000, et malheureusement, ça semble stagner quelque peu. Vous allez le voir, en fait, on est peut-être moins je dirais, optimiste que ce qu'on a pu déjà nous faire dire, et puis on reviendra peut-être plus tard lors de la discussion sur les nuances qui étaient apportées. Donc, les systèmes d'éducation primaire, secondaire, universitaire, qui sont principalement en français dans plus d'une vingtaine de pays d'Afrique et souvent en français et dans d'autres langues également dans d'autres pays. On va prendre l'exemple ici du Bénin, OK? Puis je veux juste vous illustrer comment la logique démographique et l'éducation s'investissent pour faire en sorte qu'il y ait une explosion, en quelque sorte, il y a eu une explosion du nombre de francophones en Afrique. Vous avez ici la structure par âge du Bénin, puis regardez celle du Canada. Donc, on est dans des dynamiques complètement différentes. Donc, vous le voyez bien. Et là, ce que je me suis amusé à faire, c'est vraiment un exercice que j'ai fait avec mon équipe sur la proportion de gens sachant lire et écrire en français au Bénin à partir de 3 recensements, 92, 2002 et 2013. Comme vous le voyez dans le bas du tableau, on est passé de 23 à peu près de l'ensemble de la population de 6 ans et plus au Bénin qui savait lire et écrire en français, à 34 en 2002, à 47, près de 50 en 2013. Je le fais par groupe d'âge et vous le voyez, regardez les plus jeunes, les 6-19 ans, donc on le voit bien, c'est passé de 26 à 44 de ce groupe d'âge-là. Et regardez, ça atteint presque 60 en 2013. Donc, il y a une transformation complète et ça pousse à partir des investissements qui sont faits dans le domaine de l'éducation, donc dans le bas de la pyramide des âges, et ça monte par la suite. Regardez, je vous donne juste un exemple, mais je n'irai pas tellement loin. On peut suivre en quelque sorte une cohorte d'âge qui pousse en quelque sorte. Mais à raisonner en pourcentage, on oublie en quelque sorte les effectifs qui se cachent derrière ça. Et c'est probablement ce qui est le plus important. Et là, j'imagine que les gens qui sont dans le domaine de l'éducation, je vais vous impressionner ici un peu. Regardez, on avait 822 000 personnes qui savaient lire et écrire en français au Bénin en 92. On est passé à 1,7 million. Et regardez, en 2013, à presque 4 millions. En 20 ans, on est passé de moins d'1 million à près de 4 millions. Ça a été multiplié par 5. OK? 5 fois plus de gens au Bénin qui savent lire et écrire en français par rapport à 20 ans plus tôt. Regardez juste pour les jeunes, on est passé de 400 000 à peu près, de 6-19 ans, c'est-à-dire ceux qui sont dans le système primaire et secondaire, à 2 millions et 4. Ça a été multiplié par 6. C'est phénoménal. Je vais juste essayer d'aller un peu plus vite. Je vais passer très, très rapidement, en quelque sorte, sur les effectifs. On le voit en quelque sorte, quand on parle de cette augmentation-là, il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 34 de la population au Bénin qui sait lire et écrire en français. OK? Donc, c'est très faible. Il y a un potentiel assez incroyable encore. Et c'est le problème qu'on a, en fait, c'est ça. C'est comment s'assurer que l'ensemble de la population puisse être touchée par l'éducation. Vous le voyez en Côte d'Ivoire, 12 millions, au Cameroun, 12 millions également, au Sénégal, 5,2 millions, mais ça représente seulement que 28 de la population. Congo-Kinshasa, 57 millions sur 51 de la population. Donc, au total de ces 348 millions, on a en quelque sorte un peu dégagé ce qu'on a appelé une planète naître et vivre en français, qu'on est à même de pouvoir suivre dans le temps. Okay? La planète naître et vivre en français, c'est essentiellement composé des pays, une quarantaine de pays pour lesquels le français est vraiment d'utilisation au quotidien. Donc, on ne compte pas là-dedans le Vietnam, on ne compte pas certains pays qui ne font pas partie de la francophonie, et ainsi de suite, pour s'en tenir essentiellement à ces hauts pays qui ont le français comme langue officielle et le français comme langue au quotidien. De 2010, on a donc des données pour cet ensemble-là. On est passé de 2010 à 2025, de à peu près 200 millions à 275 millions. C'est donc un ajout de 75 millions de francophones en 15 ans et 92 de cette augmentation-là est sur le continent africain. Donc, et vous pouvez peut-être important aussi de le souligner dans un contexte plurilingue. Malheureusement, il a fallu que je choisisse un peu, mais on pourra revenir sur le plurilinguisme. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ça se poursuit? C'est un peu ça la question que vous posiez, M. le recteur. En fait, il n'y a rien de moins sûr. Okay? Et c'est là où on amène des bémols assez importants.
On a vraiment l'impression, puis on a publié en fait un article là-dessus dans Le Devoir en marge du sommet de la francophonie, moi et deux de mes collaborateurs précieux, Laurent Richard et Alexandre Wolff, et où on disait en fait qu'on observe une stagnation des proportions de francophones parce qu'on observe également dans plusieurs pays africains des difficultés très, très, très importantes. On a parlé du Niger, on a parlé du Burkina Faso, de l'instabilité politique au Tchad, mais également au Mali. On a des millions et des millions d'enfants qui sont empêchés d'aller à l'école actuellement et qui le sont depuis plusieurs années au Mali, en fait, qui est un pays que j'affectionne particulièrement depuis de nombreuses années. Donc, ce qu'on observe, c'est une stagnation. La population continue à croître, mais les taux de scolarisation ne suivent pas. Okay? Et c'est ça l'enjeu. Donc, pour nous, en fait, au nord comme au sud, vous le savez, on en entend beaucoup parler des enjeux de l'éducation. Nos systèmes d'éducation ne semblent pas être la priorité des gouvernements pour l'instant. Et il faut absolument investir, voire même réinvestir, que ce soit au niveau de l'enseignement. Vous savez, vous vous imaginez quand on est passé de moins de 1 million à 4 millions de jeunes au Bénin dans des écoles qui demandent en quelque sorte à être alphabétisés, être scolarisés tout simplement, les efforts qui ont dû être accomplis. Eh bien là, on n'est plus là. On n'est plus là et ça nous inquiète particulièrement. Puis en fait, en septembre, on demandait en quelque sorte aux représentants de la francophonie vraiment d'investir et de trouver des solutions pour s'assurer en quelque sorte d'investir dans le domaine de l'éducation. Regardez, en fait, oui, peut-être, la population francophone devrait continuer à croître dans les décennies à venir. Ce qu'on avait annoncé, c'était entre 450 millions et 750 millions en 2070. Monsieur le recteur, tout à l'heure, vous avez utilisé notre borne supérieure. C'est peut-être malheureusement ce que la plupart des gens, notamment les médias, ont retenu de nos travaux. Mais on avait également une borne inférieure qui était 450 millions. Et là, ce qu'on a l'impression, c'est que c'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Je vous remercie. Merci, Richard. On est conscient que c'est tout un défi de ramasser en 15 minutes autant d'informations statistiques et de chiffres et de grandes tendances. Alors, et merci. Hervé. Alors, merci beaucoup. Je ne me suis pas, pour ceux qui connaissent un peu les accents africains, vous devez deviner que je suis du Bénin. Il n'y a pas eu de complot. Je ne me suis pas entendu avec Richard, mais je ne sais pas pourquoi. Il a autant insisté sur mon pays que j'ai quitté depuis une trentaine d'années. Mais je peux confirmer les observations qu'il a faites, parce qu'à chaque fois que j'y retourne, je réalise que le français, le nombre de locuteurs en français augmente, surtout au niveau des enfants. Les enfants parlent moins bien les langues locales et parlent mieux le français. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais c'est un constat. Alors, merci. C'est l'Observatoire de la francophonie économique qui vous reçoit. Donc, vous êtes à la maison et vous êtes là en face du propriétaire de la maison. Alors, merci d'être là et merci au recteur d'avoir bien voulu que cet événement se tienne dans les locaux de l'Université de Montréal qui héberge l'AUF et nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Alors, je voudrais vous parler de l'Observatoire de la francophonie économique. Et contrairement à ce que Richard a fait, je ne vous parlerai pas de l'Observatoire en tant qu'institution, mais je voudrais vous parler de ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans le cadre de cet événement, j'ai voulu insister sur l'inclusion financière pour une raison toute simple. C'est que depuis, je suis arrivé à l'Observatoire en janvier 2023, ça fait 2 ans que je suis arrivé à la tête de l'Observatoire. Et l'Observatoire avait enclenché un processus visant à mettre à disposition des données probantes. Et il y a eu une première plateforme sur les données macro. Il y a une deuxième plateforme qui a été élaborée à l'Observatoire
qui portait sur l'observation de l'évolution de la COVID. Et quand je suis arrivé, j'ai considéré qu'il fallait revoir un peu la façon dont nous travaillions, non pas parce que mon prédécesseur ne faisait pas bien, il avait sa méthode d'ailleurs, il a laissé un héritage extraordinaire à l'Observatoire et j'ai l'envie, j'ai l'intention de pouvoir préserver cet héritage-là. Alors, nous avons mis en ligne une nouvelle plateforme de données qui porte sur les données macro et microéconomiques parce qu'on avait réalisé que les acteurs politiques avaient besoin de données, mais également des acteurs économiques et qui avaient une grande méconnaissance des subtilités qui existent dans l'espace francophone. Et donc, nous avons mis en ligne cette nouvelle plateforme qui présente un certain nombre de données macro et microéconomiques et nous travaillons avec une équipe de jeunes docteurs en économie qui nous aident à analyser les différentes tendances dans l'espace francophone et qui nous aident à produire ces données-là. Et non seulement nous produisons les données, mais nous avons décidé de mettre ces données, de les synthétiser, de les analyser et puis de produire des notes d'analyse stratégique. Parce qu'une chose est d'aller sur la plateforme et de faire des recherches. Une autre chose est de pouvoir avoir des analyses concrètes sur des données que nous produisons, parce que tout le monde n'est pas familier à aller sur des plateformes de données. Les chercheurs, on aime bien utiliser de grands vocabulaires, mais il faut être capable de vulgariser les travaux que nous faisons. Donc, nous avons adopté cette nouvelle stratégie qui repose sur la production de notes stratégiques et voilà ce que ça donne à peu près. C'est une note stratégique environ d'une dizaine de pages qu'on peut lire assez facilement. Donc, je vous invite à aller sur le site et puis à télécharger. C'est vraiment en libre accès. Alors, donc, aujourd'hui, j'ai pensé que dans le cadre de cette table ronde, vous parlez d'une de nos analyses stratégiques qui porte sur l'inclusion financière dans l'espace francophone. Alors, sur l'inclusion financière, bon, je vais vous présenter un peu le contexte, la problématique, la méthodologie que nous avons adoptée, les résultats et les discussions, puis les recommandations que nous faisons. D'abord, c'est quoi l'inclusion financière? Il y a différentes définitions et à chaque fois qu'on s'attache à une problématique, on essaye d'adopter notre propre définition. Et la définition que nous avons adoptée à l'OFE, c'est qu'on considère que l'inclusion financière, c'est l'accès universel et permanent des individus, mais également des entreprises à une gamme diversifiée de produits et services financiers tels que pour être capable de faire des transactions bancaires, les paiements, l'épargne, le crédit, l'assurance, etc. Alors, déjà au niveau de la répartition, ça fait partie des dimensions que nous avons prises en considération dans notre étude. On a étudié, on observe qu'il y a une forme d'inégalité régionale en termes d'inclusion financière. Grosso modo, plus on monte géographiquement, plus l'inclusion financière est grande et plus on descend, moins l'inclusion financière est importante. Et puis, il y a des progrès qui se font un peu partout en Afrique et ailleurs, mais l'Afrique demeure la région où l'inclusion financière est la plus faible. En Amérique du Nord et en Europe, l'inclusion financière est évidemment beaucoup plus forte. Le taux d'exclusion, à contrario, là, le taux d'exclusion est également très fort. 57% des adultes en Afrique subsaharienne sont exclus du système financier. La situation est particulièrement prononcée chez les femmes, mais également dans les zones rurales. On compte moins de 20% pour l'accès aux services financiers de base. Dans le Sahel, par exemple, on parlait du Mali, le Niger ou autres, c'est très important le fossé dans cette région du monde, malheureusement. Et au Maghreb, il y a des disparités assez importantes sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard.
En Europe occidentale et en Amérique du Nord, l'inclusion est très importante, mais il existe encore quelques poches de vulnérabilité sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Mais pourquoi l'inclusion financière? L'inclusion financière, parce que c'est important pour relever les défis de pauvreté, des défis en termes de croissance économique, de développement durable. Il est important qu'il y ait une forte inclusion financière. Malgré les disparités régionales, l'inclusion financière demeure un axe important de développement. Alors, nous avons fait cette analyse sous trois angles. D'abord, nous avons fait une analyse de l'évolution de l'inclusion financière de 2011 à 2022. Et puis, on a formulé des recommandations et on parlera après de l'impact. Pour la méthodologie, nous avons adopté une méthodologie qui repose sur trois aspects. D'abord, on a considéré les dimensions concernant l'accès, l'utilisation et puis la qualité des services financiers. Et puis, on a considéré également des indicateurs pour chaque dimension. On a évalué, par exemple, pour l'accès, le nombre d'agences qu'on a considéré, c'est 100 000 habitants. Et puis, on a fait le calcul à partir de là. Puis, on a évalué l'utilisation, la qualité. Et puis, le troisième volet porte sur la normalisation des indicateurs. Alors, venons-en maintenant aux résultats. Vous voyez, quand on prend l'Afrique francophone, l'Afrique n'est pas du tout homogène. Et l'UEMOA, c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a considéré l'UEMOA, la CEMAC pour l'Afrique centrale, puis le Maghreb francophone, l'Europe francophone et le Canada. Donc, vous voyez, si on regarde bien, j'ai du mal à lire de loin, l'indice... on a considéré l'indice synthétique de l'inclusion financière 2011. Voilà, ça, je l'ai indiqué. Regardez un peu, je vous porte à votre attention, là, le graphique. Vous voyez l'évolution pour chacune des zones. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous voyez que si on prend l'UEMOA, donc l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, il y a une progression notable. On est parti de 0,3 à 0,5. Donc, c'est entre 0 et 1. Donc, vous voyez, il y a une progression qui est notable. En raison notamment des politiques régionales qui sont plutôt efficaces, mais il y a toujours le défi de rattraper l'Europe et l'Amérique du Nord. Si on prend la région de l'Afrique centrale, la région CEMAC, là, c'est vraiment le point noir de cette inclusion financière parce qu'on est encore autour de 0,4, ce qui est quand même préoccupant. Et donc, il y a des progrès importants à faire de ce côté-là. Si on prend le Maghreb, on remarque qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits, mais il y a des disparités importantes sur lesquelles je reviendrai plus tard. En Europe francophone, nous sommes presque à 100%, donc c'est entre 0,9 et 0,95, donc on a une inclusion financière qui est plutôt totale. Bon, revenons à la zone CEMAC, donc l'Afrique centrale. Oui. L'Afrique centrale, l'indice est autour de 0,4. Donc, c'est quand même assez faible. Ils sont encore loin du 1. Donc, il y a des améliorations par rapport aux années précédentes. Et puis, les pays qu'on a considérés, c'est le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo et le Tchad, ainsi que la Guinée équatoriale pour faire nos analyses. Et vous voyez, quand on compare par rapport à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale a encore d'énormes marches à franchir. Donc, les facteurs limitants, c'est l'accès restreint aux services financiers, les infrastructures financières qui sont très peu développées et l'adoption limitée du mobile money. Bon, je ne sais pas comment il faut dire ça en bon français. On a dit l'argent mobile, mais bon, tout le monde dit mobile money. Bon. Prenons maintenant l'Europe et l'Amérique du Nord.
vous voyez que non seulement le taux d'inclusion financière est pratiquement à 1, là, on est à 95%, et il y a une parité entre les hommes et les femmes. Vous voyez, 49,6% pour l'Europe et 50,4%, c'est quasiment à 100%, là, on est quasiment à parité. Et si on prend l'Amérique du Nord, c'est une parité presque totale, 49,8% pour les femmes et 50,2% pour les hommes. Donc, les facteurs de succès, c'est les politiques publiques efficaces, des infrastructures numériques et physiques qui sont très avancées dans cette région. Maintenant, l'UEMOA et la CEMAC, si on regarde, grosso modo, en termes d'inclusion financière, vous voyez que les disparités sont encore importantes. 40% de femmes contre 60%, donc il y a quand même un gap de 20% pour atteindre la parité totale. Et puis, pour la CEMAC, vous voyez 32% pour les femmes et 68%, donc la disparité est encore très, très, très grande. Il y a peu de femmes qui ont accès aux services financiers. Donc, les défis, c'est l'éducation financière qui est encore, qui laisse à désirer, et puis surtout l'économie informelle. Vous savez, l'économie informelle est très, très prégnante dans ces régions. Donc, ça a forcément un impact sur l'inclusion financière. La région du Maghreb, ce qui est frappant, c'est la disparité entre les hommes et les femmes. 27% seulement des femmes ont accès pour 73%. Donc, c'est surtout les hommes qui ont un compte, qui ont davantage accès aux services financiers, contrairement aux femmes. Donc, vous voyez, la disparité est quand même importante. Et ce qu'on a identifié comme facteur limitant, ce sont les obstacles sociaux, culturels qui sont persistants et les inégalités économiques structurelles. Bon, si on prend maintenant par tranche d'âge, ce qui n'est pas, vous voyez comment ça monte, plus on avance dans le temps. Ah, OK, oh, d'accord. Plus on avance dans le temps, plus on avance en âge, plus on a les moyens d'avoir un compte bancaire. Les raisons sont plutôt évidentes. Bon, les obstacles majeurs, bon, j'insisterai sur deux. Un, ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident que ça. Le premier obstacle pour l'Afrique francophone, c'est le manque de moyens financiers. Évidemment, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas besoin de compte. Donc, il faut avoir de l'argent pour pouvoir le mettre dans un compte. Donc, c'est vraiment, ça, c'est le premier obstacle que les gens avancent. Et puis, il y a la distance avec la banque. Dans certaines régions, il n'y a même pas de banque, il n'y a pas d'agence bancaire, donc c'est difficile d'avoir un compte bancaire. Et puis, il y a aussi les problèmes liés à l'identification. Les gens n'ont pas de documents administratifs juste pour pouvoir ouvrir un compte. Et parfois, les coûts sont très élevés et puis les gens n'ont pas la capacité d'avoir accès à un compte. Alors, les recommandations, il faut élargir les réseaux d'agences bancaires, créer des programmes de subvention et de soutien, promouvoir les services financiers. Je vous renvoie à notre note stratégique pour les détails. Et puis, réduire les écarts entre les gens et les jeunes. Pour les PME, on suggère de créer des fonds de garantie pour les prêts, de promouvoir l'éducation financière et d'encourager l'innovation financière parce que ça reste encore très limité. En tout cas, je vais beaucoup insister sur l'innovation financière qui est encore, malgré quelques efforts, hein, il y a d'énormes efforts qui sont faits, mais il reste beaucoup de choses à faire pour pouvoir intégrer les entreprises dans les circuits bancaires. Bon, par région, l'UEMOA, il faut accélérer la numérisation et puis réduire les disparités de genre. La CEMAC, il y a encore de gros efforts à faire. Donc, la CEMAC, l'Afrique centrale, renforcer les infrastructures financières, puis mettre l'accent sur des programmes de littératie financière. Au Maghreb, c'est l'adoption de technologies bancaires numériques qu'on a suggéré ici. Merci. Merci Hervé. Marie.
Bonjour, je vais commencer par, je sais que vous l'avez précisé, mais pour moi, c'est quand même important de le mentionner. Nous sommes deux sur la présentation et ma collègue Catherine est ici avec moi. L'Observatoire, c'est vraiment, on est vraiment dans une dynamique de co-direction de leadership inclusif, mais ça l'implique qu'on se partage la lumière, qu'on se partage les réalisations aussi. Et bref, il y a quelques jours, c'est Catherine qui était en duplex au Maroc pour présenter nos travaux. Aujourd'hui, c'est moi, mais on travaille vraiment main dans la main. Et voilà, je plonge pour vous présenter l'Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre. Et je vais concentrer ma présentation aujourd'hui sur un projet phare qu'on mène à l'Observatoire et qui a été clairement lié aux objectifs mêmes qui ont poussé vers la création de l'OVDIG, c'est-à-dire le fossé des données de genre, les lacunes qui sont éminemment importantes quand on cherche à comprendre les enjeux du développement inclusif dans une perspective sexo-spécifique, c'est-à-dire dans une perspective qui est sensible aux besoins qui sont particuliers et qui concernent les femmes au premier chef. Je dois dire aussi que l'Observatoire, c'est notre observatoire, c'est le bébé des observatoires de la francophonie. Et quand on a eu nos réunions de préparation, c'est moi qui ai suggéré qu'on arrive à la fin parce que je trouvais ça intéressant de voir aussi au plan historique dans la francophonie, dans cette manière qu'on a de créer des capacités pour pouvoir disposer de données probantes, pouvoir les analyser, de présenter l'OVDIG à la fin. Ça permet de voir aussi dans le processus d'évolution des observatoires, d'institutionnalisation de nos capacités, comment prennent naissance ces projets-là et comment ça s'institue aussi. Donc, Richard qui est là depuis 2008, l'OFE, Hervé, tu disais tout à l'heure que tu es arrivé grosso modo en 2008, mais la création... 2017, voilà, et nous, bref, on a été créé en 2022. Un partenariat qui a été poussé à la fois par l'AUF et l'UQAM, hein, c'est vraiment un partenariat bi-institutionnel, financé fortement par Affaires mondiales Canada, également par le ministère des Relations internationales de la francophonie. Je vous salue, on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Également, un patronage de la Commission canadienne de l'UNESCO. La mission de l'OVDIG, c'est de favoriser à l'échelle internationale l'égalité femmes-hommes et d'accroître l'autonomie de pouvoir d'agir des femmes et des filles. Et on a ciblé 3 secteurs cruciaux du développement inclusif par le genre, les milieux économiques, les systèmes éducatifs et le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nos activités, là, je vais vraiment en résumé, là, depuis notre création, depuis 2022, on est très actifs. Je suis moi-même impressionnée de la quantité de l'activité qu'on réalise, la quantité de publications qu'on a réussi aussi à mettre de l'avant. Bref, déjà 2 forums internationaux et une école d'été, une série de cahiers de recherche, des balados, diffusion également, un plaidoyer commun avec l'Agence universelle de la francophonie sur la nécessité des données probantes qui circulent dans les espaces diplomatiques et beaucoup de réseautage entre des chercheuses, des chercheurs qui sont intéressés et qui disposent d'expertise sur les différentes dimensions du développement inclusif par le genre. Sans plus tarder, je veux vraiment plonger dans cette genèse de ce qu'on appelle, et là je l'ai mis ici entre guillemets, là, le projet donné à l'Observatoire, parce qu'il faut savoir que l'OVDIG est vraiment ancré dans un double constat là, qui a motivé les partenaires du projet, comme je le disais, l'UQAM et l'AUF dès le départ, Catherine et moi et les co-chercheuses, c'est-à-dire que les inégalités et les discriminations envers les femmes et les filles, ça persiste. Que ce soit dans la sphère privée et que ce soit ou dans la sphère publique, que ce soit au nord ou au sud. Et également, autre constat, c'est-à-dire que le genre comme rapport social en action, là, c'est à la fois un moyen, mais aussi une fin pour pouvoir faire progresser les objectifs de développement inclusif. Et on a aussi une conviction qui est partagée à l'Observatoire, mais par-delà l'Observatoire, disons, dans tous les milieux qui sont préoccupés par l'égalité femmes-hommes, c'est que pour pouvoir œuvrer en faveur des transformations, on a absolument besoin de données de qualité pour agir en faveur des femmes et des filles.
C'est donc vraiment dans ce contexte-là qu'est née notre préoccupation pour les données probantes en faveur de l'EFH à l'Observatoire. Et c'est ce qui nous a poussé, là, vous voyez, je vous disais, dès 2022, à publier un premier cahier de recherche sur une exploration, en fait, de l'état des lieux, de la qualité des données internationales sur l'égalité femmes-hommes. On s'était donné ça comme mandat et rapidement, on a établi des constats qui nous ont amenés, en fait, à constater qu'il y avait de multiples lacunes au niveau des données internationales sur l'égalité femmes-hommes, des lacunes dans l'accès, c'est-à-dire que ce n'est pas facile d'accéder à ces données-là, des lacunes aussi au niveau de l'harmonisation, donc des données qui, lorsqu'elles sont disponibles, sont dispersées sur les différentes grandes plateformes internationales des organisations telles que la Banque mondiale, l'OIT ou encore, pensons à l'OCDE, mais également des lacunes au niveau de la qualité des données qui étaient disponibles, des trous majeurs et importants au niveau de la couverture, que ce soit géographique ou encore de la couverture annualisée, si on veut, au niveau des données. Donc, dès la création de l'Observatoire, notre premier constat nous amène à constater l'ampleur du travail qui restait à accomplir. Ce qui nous a amené à prendre ça vraiment au sérieux et à démarrer ce chantier du projet donné à l'OFDIG. Et on a eu d'ailleurs la chance, là, je me suis permise de faire de l'autopromotion, un article dont on est fier dans le cahier spécial de la francophonie du devoir qui est paru il y a tout juste 2 semaines, où on explique justement la genèse de ce projet-là et où on problématise aussi quels sont les enjeux cruciaux derrière cette quête de données sexo-spécifiques et cette quête de données plus que sexo-spécifiques, mais qui est réellement capable de pouvoir comprendre les enjeux qui concernent en particulier les femmes et les limites qui peuvent se mettre en travers de leur chemin pour une participation réellement inclusive et égalitaire au développement. Donc, je vous disais, 2022, un premier constat qui nous convainc vraiment de l'importance d'accélérer le travail, de pouvoir mettre en œuvre ce projet donné. Et on a poursuivi nos analyses dans les mois, dans les années qui ont suivi, ce qui nous a permis de clarifier dans l'équipe scientifique de l'Observatoire qu'est-ce que c'est le fameux fossé des données de genre, quels sont les trous, quels sont les réels les problèmes les plus prégnants et les enjeux. Avant de pouvoir les saisir, justement, bon, définissons-le ensemble là, très rapidement, mais quand on dit les fossés des données de genre, ce sont les manques de connaissances sur la situation des femmes et des filles, et c'est ce qui limite notre compréhension des inégalités. À la fois une compréhension qui soit géographique, qui soit historique, mais qui soit aussi qualitative, donc ce qui laisse dans l'ombre différentes dimensions. Autre élément qui est important dans cette problématique, c'est qu'on réalise que c'est souvent trop simplifié, cette dimension des données genrées. On a en tête des données sexo-spécifiques, avoir par exemple des taux de pauvreté, des taux de scolarisation, des taux de participation économique. Hervé nous présentait les chiffres sur l'inclusion financière des femmes versus les hommes. Ça, c'est une chose. Mais on a aussi, quand on pense aux données genrées, c'est d'avoir des données qui couvrent des dimensions de la vie politique, économique et sociale des femmes qui les concernent particulièrement. Là, je vous ai mis des exemples. Ça veut dire être capable d'avoir des perspectives claires sur des enjeux qui touchent les femmes. Santé reproductive, les violences basées sur le genre, tous les aspects des normes sociales aussi. Penser à la sécurité des femmes dans l'espace public aussi, qui peuvent être, entre autres, et là, je fais toutes sortes de liens avec les travaux d'Hervé parce que c'est une de mes spécialisations en recherche, mais comprendre, par exemple, l'inclusion financière, si on comprend mal la capacité des femmes à se déplacer dans l'espace public, mais ça vient nous permettre justement de mieux comprendre ces dynamiques. Donc, c'est ce qu'on veut dire par données genrées. Ce n'est pas uniquement avoir des données sur les hommes et sur les femmes, mais c'est avoir des données probantes sur les dimensions qui préoccupent et qui sont pertinentes pour les femmes dans leur participation. On constate aussi dans notre problématique les biais dans la recherche scientifique. On a parlé de biais dans la francophonie. On parle d'un biais de la science qui tend à privilégier la langue anglaise, mais on a aussi des biais de position, disons, dominante dans la science qui touchent aussi les relations femmes-hommes. Et quand je dis biais ici, c'est important pour nous de préciser, ce n'est pas des biais
à réfléchir comme étant une position qui serait de l'exclusion volontaire ou des stratégies pour pouvoir exclure les femmes de la science. C'est pas ça. C'est la notion de biais qui est beaucoup plus subtile, qui fait simplement en sorte qu'on a une inclinaison à favoriser des points de vue qui sont ceux qu'on connaît le mieux, qu'on maîtrise le mieux et qui font juste que d'une manière presque naturelle, si la science est dominée par des points de vue qui sont dominants, puis on sait que historiquement, les femmes y avaient moins accès, ces préoccupations-là, plus spécifiques aux femmes, ont eu tendance à prendre moins d'importance. Bref, voilà pour ce fossé des données de genre auquel l'Observatoire cherche à s'attaquer pour pouvoir contribuer à une accessibilité des données qui sont plus diverses pour comprendre ces différentes dimensions-là. Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir? Là, je vois le temps qui file. J'en suis à combien un peu? Il me resterait juste 4 minutes. Merde. Excusez-moi. C'est une passion, hein, le projet donné à l'Observatoire. Bref, importance historique, c'est-à-dire que ce qu'on veut représenter ici, c'est que ça fait vraiment longtemps. On remonte à 1975, la première conférence sur les femmes à Mexico, où on a ciblé le fossé des données de genre. Les milieux scientifiques en faveur de ces dimensions-là ont multiplié les recommandations depuis, et on est encore face à ça. Et quand on dit qu'il y a des fossés, là, si je vous dis, on a 50 indicateurs spécifiques pour saisir les dimensions de genre parmi les objectifs de développement durable, on a à peine 22 qui sont couverts par les statistiques publiques des États. Ça laisse 88 des indicateurs qui sont considérés comme prégnants comme étant dans l'ombre. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est un enjeu urgent. Je vais très rapidement sur le processus, simplement pour souligner qu'à un certain, bon, je le cible ici, 2023, ce qu'on a fait pour s'attaquer à cet enjeu-là, on a choisi de professionnaliser l'équipe du projet donné à l'Observatoire pour mettre réellement en œuvre une nouvelle plateforme, une nouvelle infrastructure de données quantitatives qui serait en mesure de pouvoir intégrer, harmoniser et rendre disponibles publiquement les plus grandes banques de données internationales sur le développement inclusif par le genre. On a professionnalisé l'équipe de recherche avec le support d'une équipe phénoménale à l'Université du Québec à Montréal. Et également, on s'est associé avec le Bureau des initiatives numériques qui travaille en collaboration avec le Centre international de recherche sur les sciences et technologies qui est basé à l'UQAM aussi, ce qui nous a amené à constituer une petite équipe, mais qui est quand même passablement efficace et qui est parvenue très récemment là, à vraiment mettre en ligne une première plateforme de données. Je dis en ligne, mais elle n'est pas publiquement accessible. On a fait une première phase alpha au mois de novembre et décembre pour tester cette nouvelle infrastructure auprès d'une série d'utilisateurs. Et ce qu'on a réussi à faire maintenant, c'est à l'étape où nous sommes, c'est d'intégrer et d'harmoniser 3 des plus grandes bases de données internationales sur l'égalité femmes-hommes, celle qui est produite par l'OCDE sur l'égalité de genre dans les institutions et le développement, le fameux SIGI, le Women Business and the Law de la Banque mondiale, ainsi que le grand portail des données de genre, également produit pour la Banque mondiale. Au courant des prochains mois, on progresse pour intégrer les banques de données de l'UNESCO qui sont spécialisées sur l'éducation, les banques de données de l'OIT spécialisées sur la dimension du travail et de l'économie. Là, je vous ai mis ici, c'est une capture d'écran, en fait, de ce à quoi ressemble l'infrastructure de données actuellement. On peut même annoncer que vous y aurez probablement, fort probablement accès dès le mois de septembre. Donc, une infrastructure qui est prioritairement tournée vers le français, mais on n'a pas exclu l'anglais comme langue d'usage non plus, parce qu'on cherche à inscrire le développement inclusif par le genre dans la francophonie, mais à rendre aussi accessible tout ce travail-là d'harmonisation des données à l'ensemble, disons, de la communauté scientifique qui est intéressée par ces dimensions-là. Un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler, l'infrastructure, donc une infrastructure qui permet de consulter en fonction des indicateurs, des sous-indicateurs, également des visualisations et des comparaisons, ce qui implique aussi bon, tout un travail de traduction. Et là, je regarde les collègues ici du MRIF de comprendre, quand on parle aussi de la découvrabilité des savoirs en français, mais ça implique aussi ça comme défi quand on construit une infrastructure de la sorte, de pouvoir traduire l'ensemble des informations. Et là où nous en sommes en ce moment, c'est une traduction des paramètres de l'infrastructure, mais vous remarquez que le nom des variables, par exemple, le nom des pays, tout ça, ça reste du travail à faire au niveau de la traduction auquel on veut s'attaquer.
Comme j'avais eu la chance de voir les présentations de mes collègues où vous aviez beaucoup de données déjà à rendre visibles, et je pense que de notre côté, bon, comme je vous dis, c'est une phase alpha, mais je me suis amusée dans les dernières heures à fouiller dans les données. Et j'en ai sorti juste un des grands indices pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut découvrir sur cette plateforme de données. Ici, donc, l'indicateur du CIGI produit par l'OCDE qui nous indique finalement sur une échelle de 0 à 100 le niveau de discrimination auquel font face les femmes dans la société, et ça se décline ensuite en sous-indicateurs. On a choisi 4 pays de l'espace francophone, Burkina Faso, Canada, France et Maroc. Et ce qu'on voit ici, c'est que 0, ça serait l'absence d'une discrimination, 100, un niveau de discrimination qui serait total ou extrême. Et on peut le décliner. Bon, sur l'Observatoire, à la fois, j'ai mis l'exemple d'une présentation graphique, mais on l'aurait aussi en présentation de diagrammes à bande ou autre. Mais on peut le décliner aussi, et c'est là que je trouvais ça important. Je l'ai retenu, celui-ci, pour vous montrer comment la dimension, elle est éminemment importante de comprendre en profondeur quand on veut saisir les dimensions du développement inclusif et ce qui touche en particulier les femmes. Donc, on ne s'arrête pas à un seul indice, on va le décliner en sous-dimensions. Si on mesure la discrimination au sein de la famille, par exemple, et là, vous voyez, déjà, on voit des variances qui sont particulières et qui vont s'attacher au contexte. Et c'est pour ça que si on veut saisir l'égalité femmes-hommes dans le monde, ça ne peut pas reposer sur un seul chiffre. Parce qu'on voit bien que les dimensions ne sont pas les mêmes en fonction des contextes géographiques. Si vous regardez ici juste l'évolution en fonction de ces sous-dimensions. Ici également, on a eu un autre éclairage qu'on peut découvrir, toujours dans ce même indice du CIGI. On parle de l'accès aux ressources productives et financières. Puis regardez juste moi, ce qui a pu piquer ma curiosité quand j'ai monté les diapos pour la présentation aujourd'hui, j'étais très curieuse de saisir qu'est-ce qui fait que le Canada a un niveau de discrimination qui serait quand même plus grand que celui de la France, alors qu'on pourrait imaginer que ce sont des conditions qui sont similaires dans des pays de l'OCDE. Et là, je suis rentrée dans la composition très précise de l'indice, quelles sont les variables derrière, et la seule explication que je peux trouver, ce serait au niveau des droits de propriété pour les femmes autochtones au Canada, qui explique pourquoi la distinction est aussi importante entre la France et le Québec. Donc, ça sert à ça, des données sur l'égalité femmes-hommes, nous permettent de saisir dans des contextes précis quels sont les facteurs qui peuvent entraver la participation sociale, économique et politique. Et le dernier exemple ici, en fait, c'est plus qu'un exemple, mais c'est une des dimensions de cet indice-là, la restriction à l'intégrité physique. Et encore là, j'étais très curieuse. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une distinction qui peut être, en fait, ici on dit c'est relativement comparable, mais regardez ici, la restriction aux libertés civiles, bien, on a une distinction flagrante entre le score du Canada et le score de la France ici. Encore là, grâce à des données précises, on peut mieux saisir quelles sont les dynamiques. Et là, quand on y va plus dans le détail, bien, on comprend qu'au Canada, ce qui explique la plus forte discrimination, c'est le sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public le soir et la baisse de confiance ou la plus faible confiance des femmes envers le système de justice au Canada versus en France. Donc ça, c'est grâce à des données qui, oui, sont quantitatives, mais qui vont mesurer des dimensions très spécifiques de ce qui intervient dans la participation sociale et politique des femmes, qu'on peut s'attaquer à ça. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails des défis auxquels on est confronté. Je vais juste vraiment terminer sur ça, les défis qu'on voit à l'horizon des phases subséquentes du projet, parce que notre ambition, ce n'est pas de s'arrêter à l'harmonisation des grandes banques de données internationales. On vise vraiment à avoir une infrastructure qui peut intégrer des données régionales, penser aux banques régionales de développement, mais également des données nationales, donc des partenariats avec des instituts de statistiques à travers la francophonie et également avec Catherine à terme d'avoir aussi une infrastructure qui a une vitrine pour les données qualitatives pour nous permettre de vraiment saisir toute la richesse des contextes qui interviennent en termes de développement inclusif égalitaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous trois.
que je présenterai pratiquement comme des sprinteurs et sprinteuses. Merci infiniment pour partager toute cette information. Et dans des circonstances comme ça, j'ai toujours une pensée émue pour la personne qui doit en faire la synthèse. Mais avant d'entendre le mot de synthèse, nous avons quelques instants pour une période des questions. On m'avait donné le privilège de poser la première question, mais franchement, avec tout le monde qui est ici, je vais abdiquer volontiers ce privilège pour vous donner la parole pour... J'ai une question en ligne ici qui attend, mais je donnerai d'abord la première question à quelqu'un de l'assistance en vous demandant, comme toujours, si possible, d'être bref. J'ai une main levée là-bas. Voilà. Oui, bonjour. Je me présente Marie-Josée Audet, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales. Mais premièrement, je veux vous remercier pour la qualité des présentations. C'est fort intéressant. Puis on en aurait pris plus. Je comprends que c'est un sprint. On aurait pris le marathon complet. C'est des données fort intéressantes. Puis vous l'avez dit, hein, la qualité, la probité des données vient soutenir les décisions publiques des acteurs publics. Donc, pour nous, au ministère, effectivement, c'est du bonbon. C'est des données qui viennent nous aider aussi à développer nos orientations, nos stratégies, non seulement en francophonie, mais nos stratégies aussi territoriales, notamment avec l'Afrique. Donc, c'est très nourrissant et très riche. Je vois beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis à relever. On parlait notamment de l'inclusivité financière pour les femmes aussi. Moi, je vois plein de croisements de données sur lesquels on peut agir, mais ma question va être vraiment plus d'ordre général, c'est qu'on reste prenant pour toute idée structurante, pour guider aussi les prises de décision publiques et comment on peut mieux diriger, parce que diriger, je dirais, nos futures actions. On est dans un contexte budgétaire qu'on connaît qui est difficile. Il faut donc s'assurer qu'on prenne les meilleures décisions. Donc, c'est plus une question générale, mais de rester donc en contact, évidemment, pour s'alimenter auprès de vous. Donc, un grand merci pour votre présentation. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre quelque chose ou on passe à la prochaine question? Merci, Madame Audet. Bonjour à tous, mon nom c'est Elias Banesse Betare. Je suis étudiant au doctorat à l'UQAM. Je suis du Cameroun et je fais une thèse de doctorat en histoire, histoire de l'esclavage. Et ma question, c'est plus une remarque, c'est sur la circulation des savoirs. Notamment, j'ai fait un séminaire de doctorat pendant 2 trimestres, dont un semestre, à l'UQAM. Et je me suis rendu compte qu'on a utilisé un article en provenance de l'Afrique francophone. Un seul. Non, c'est même en provenance de l'Afrique anglophone. C'est du Nigeria. Et pourtant, j'ai fait tout mon parcours universitaire avant de venir faire le doctorat à l'UQAM, à l'université de Maroua, au nord Cameroun, et où il y a quand même des enseignants qui font des publications. Parfois, c'est en Afrique, mais aussi ailleurs. Et je me suis posé cette question, pourquoi les savoirs qui sont produits en Afrique ne sont pas souvent utilisés? Et ça rentre un peu dans ce que... j'ai oublié votre nom, madame. Vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'inclusion des savoirs. C'est ma préoccupation. Il faudrait vraiment voir, on est habitué à utiliser les auteurs qu'on connaît, c'est vrai, mais cette habitude-là, il faudrait peut-être qu'on la change un peu. Merci. Un commentaire peut-être sur la production scientifique? Merci. J'enseigne le droit économique, mais c'est pas utiliser le micro. Alors, je trouve sa question très intéressante. Ça fait partie un peu de notre mission à l'Observatoire de la francophonie économique. Et l'une des choses que nous avons fait, c'est de mettre en ligne une revue scientifique maintenant où nous publions les travaux qui sont faits en Afrique.
beaucoup de travaux qui sont faits en Afrique que nous essayons de mettre en ligne. Et c'est une goutte dans la mer, mais ça peut aider. Et je profite du micro pour remercier le MRIF et puis l'AUF pour le soutien qu'ils nous apportent, même si on est toujours demandeur, parce que, comme je dis souvent, la francophonie, il y a beaucoup d'idées, mais il y a très peu de moyens. Alors, si nous voulons continuer à travailler, à produire des données probantes, on a besoin de moyens et on a besoin de votre soutien, Madame la Sous-ministre et Monsieur le Directeur. Merci. Merci. Je vais vous transmettre ici une question qui nous est posée en ligne. La personne anonyme, pas identifiée. Question intéressante toutefois. Selon vous, comment les organismes communautaires peuvent-ils soutenir les observatoires dans la diffusion, la réflexion et l'implantation des programmes, étant donné les résultats de ces recherches? Merci. Pour notre part, à l'Observatoire, c'est évident que la société civile qu'on associe au milieu de l'intervention communautaire et des organismes communautaires a un rôle à jouer pour pouvoir éclairer justement les différentes situations qui nous préoccupent. Je vous donne un exemple concret. Pour nous, dans la création de l'infrastructure, quand je vous dis qu'on veut aller jusqu'à des phases où on a des données qui sont nationales, ça nous semble évident que des organisations communautaires qui travaillent en économisation économique des femmes, par exemple, en soutien des femmes en situation de violence, vont pouvoir nous informer sur la qualité des données qui sont actuellement disponibles, donc identifier si les données sont à même de rendre justice à ce qui est vu et vécu par les femmes sur le terrain, bon, qu'elles soient francophones ou multilocutrices, ça nous semble éminemment important. Et je pense aussi pour pouvoir alimenter les observatoires sur l'utilité des données qui sont produites. Parce que les personnes qui sont dans les organisations communautaires sur le terrain, que ce soit en soutien économique ou en soutien à la participation politique, sont aussi des usagers, des usagères des données qu'on va produire, bien entendu les pouvoirs publics, mais je pense que les gens de la société civile aussi peuvent se nourrir des données qui sont produites par les observatoires et nous dire si c'est utile ce qu'on fait. Bonjour, et vice-versa, parce que, et ça fait un lien avec la question qui a été posée, les trois observatoires, je pense, ont la chance de travailler aussi directement avec des chercheuses, des groupes, des chercheurs qui sont dans différents contextes géographiques, dans différents pays et bon, notamment avec l'AUF, avec les bureaux régionaux, c'est-à-dire que le savoir vient aussi de différents contextes et nous permet de comprendre des réalités de façon contextualisée et dans des réalités qui sont particulières, pas seulement d'un point de vue canadien, mais d'un point de vue qui est directement ancré aussi dans les contextes. Donc, ça sert la société civile, mais la société civile et les réalités de terrain partout dans la francophonie servent aussi les observatoires. Merci. C'est hélas tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Avant de céder la parole à nouveau à Monsieur au recteur Halbous, je vous dirais, dans la mesure du possible, une demande. On aimerait prendre une photo de groupe à la fin. Alors, dans la mesure du possible, si vous pouviez ne pas filer à l'anglaise. Non, elle était facile. Elle était facile. La photo de groupe sera à l'entrée ici devant, à la toute fin du colloque. Voilà, merci. Monsieur Halbous. Bien, j'ai pris beaucoup de notes. Je ne vais pas tout vous dire parce que c'était évidemment extrêmement riche, vous l'avez bien remarqué. Mais j'ai essayé de donner un titre à vos trois présentations. Un seul d'abord, c'était le défi que je m'étais donné. En fait, on a assisté à une conférence sur les plaques tectoniques du fossé de l'inclusion. Richard nous a parlé des plaques tectoniques. Alors, plaques tectoniques, c'est le découpage comme un puzzle en identifiant les failles. Et c'est ce que tu as fait. Nous avons bien compris que l'hypothèse que l'enjeu de la francophonie était largement en Afrique. Je l'ai démontré avec des chiffres bien précis, notamment avec la croissance des locuteurs jeunes en français et le lien avec la grande faille, la faille du système éducatif.
Un système éducatif en péril à cause de l'instabilité politique, à cause de la mauvaise gouvernance et à cause de la faiblesse économique. Et c'est là où on fait le lien tout de suite avec la présentation d'Hervé. Hervé qui nous a montré que finalement, le manque d'inclusivité, le manque d'égalité au niveau de l'accès, quand l'économie n'est pas abordable, au niveau de l'utilité et au niveau de la réponse aux vrais besoins des gens. Mais on a vu que la disparité était géographique, nord-sud, était aussi locale, urbain, rural. Elle était aussi entre les âgés et les plus jeunes, encore en situation plus précaire, et puis hommes-femmes. Et c'est là où on fait le lien avec la présentation de Marie sur les fossés des données sur la question du genre. Alors, qui dit fossé dit délimiter le territoire et analyser les divergences. Et la conséquence, on l'a bien compris, c'est un manque de connaissance de la réalité. Donc, toutes les présentations, en particulier celle de Marie, a axé sur la qualité de la donnée, l'importance de la qualité de la donnée, qui fait que l'expérience, là en l'occurrence pour le sujet en particulier, les spécificités de l'expérience féminine, c'est qu'au-delà des statistiques macro, il faut aller dans les subtilités pour pouvoir comprendre les vrais enjeux, parce que la dimension de la vie politique, socio-économique, etc., en réalité, c'est des dimensions sociologiques et culturelles sous-jacentes qui ne peuvent pas être identifiés par juste des chiffres macro de grande envergure. Alors, donc l'intégration des bases de données est une des solutions qui a été proposée. Nous la saluons énormément parce que c'est évidemment un enjeu majeur. Voilà très rapidement, et je voudrais dire en conclusion et puis peut-être en recommandation par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. D'abord, c'est que un mot sur la question financière, peut-être revenir aussi sur les questions de recommandations. Au-delà du problème de logistique du système financier, le système financier marche avec une logique de marché. Ce qui manque, notamment dans les zones africaines que vous avez mentionnées, c'est une logique de régulation de l'état du système financier. Ce n'est pas le système financier lui-même. Et donc, le problème aussi, c'est un problème de culture et non pas seulement un problème de moyens économiques. La confiance dans un système bancaire, par exemple, n'est pas encore généralisée. Et puis, il y a donc un très grand problème, très grand travail de sensibilisation aussi à faire. Je pense aussi que la question de la donnée, vous l'avez compris, il y a la question de la qualité de la donnée qui est récoltée, donc la récolte de l'information. Après, il y a la qualité du traitement et un traitement le plus objectif possible, parce que, vous savez, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres lorsqu'on le traite de manière subjective. Et donc, faire attention à la question du traitement des chiffres. Et puis, évidemment, la présentation, la qualité de présentation des chiffres pour que ça soit véritablement des outils d'aide à la décision, notamment pour le pouvoir public. Troisième élément, nous sommes au cœur de la crise mondiale aujourd'hui sur la question de la nature d'aide au développement. Ce que vous nous dites là, toutes les données que nous avons eues aujourd'hui, prouve qu'effectivement, il faut repenser l'aide au développement. L'aide au développement, il a plus de 30 ans, peut-être 40 ans même, après la période de la décolonisation, et les résultats ne sont pas encore là. Donc, c'est que nous n'avons pas fait les choses comme il faut, de part et d'autre, de part des donneurs et de part aussi des receveurs. Et donc, la question de repenser l'aide au développement, ça peut être un sujet transversal à nos observatoires sur aussi bien l'inclusivité sociale des gens que la question de la répartition géographique et du développement derrière, et évidemment au cœur de la question du développement économique. Et je terminerai par un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à l'AUF, c'est la diplomatie scientifique francophone. La réponse à tout cela, notre réponse en tant qu'espace francophone et surtout en tant qu'universitaire qui avons théoriquement la capacité de donner une autre réponse que la réponse politique classique, c'est celle de la diplomatie scientifique, qui est plus neutre, qui est plus objective, qui se base sur des données probantes. Et donc la question peut-être qui nous unit aujourd'hui, c'est que nous allons encore nous baser davantage sur vos données
pour que nos plaidoyers en termes de diplomatie scientifique soient renforcés, soient beaucoup plus convaincants. Donc, merci à l'OTSEF, merci à l'OFE, merci à l'OFDIG, merci à l'Université de Laval, merci à l'Université de Montréal, merci à l'UQAM, merci à vous tous et bonne photo de groupe.